En quelques minutes, nous allons rapidement voir ça. C'est la version décembre 2022. L'outil est sorti en novembre 2021. Ouais. Bon. En résumé, comme nous pouvons le voir, c'est un outil développé par Energia et ça couvre le secteur extractif, le secteur eau. Leur outil s'est arrêté au pétrole, gaz, mine. Et c'est un outil qui est structuré en 6 phases. Et la 6e phase, les cas avérés, ou les cas documentés. Donc, c'est un outil qui a déjà été piloté en 2021 en phase expérimentale à Mongolie. Ouais. 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 Quels sont les objectifs de cet outil de diagnostic? Il s'agit d'appuyer les parties prenantes dans leur engagement sur des sujets complexes, techniques et sensibles. On s'accorde pour dire que le domaine de la corruption, ce n'est pas mettre du gari dans l'eau pour manger. C'est complexe. C'est comme un serpent multiforme. C'est un serpent rampant. Pardon? Pardon? C'est un autre serpent qui marche. Oui. Oui. Pour le serpent de guerre. Il s'agit cet outil permet d'identifier les formes de corruption qui sont les plus susceptibles d'advenir, d'impacter négativement les industries extractives des pays. Et il permet de diagnostiquer les facteurs de risque et de souligner les causes sous-jacentes de cette corruption, comme les aspects qui peuvent faciliter les réformes. C'est en ce sens où tous les travaux que le Togo a fait en termes de réforme, si on s'assoit dessus, nous aurons suffisamment de matière pour réussir ce travail. Il s'agit aussi de construire un plan d'action contre la corruption sur les éléments démontrés, axé sur la prévention de la corruption future. Le mot prévention, on y met un accent particulier. Quand nous voyons même la nature de l'ITIE au Togo, l'ITIE n'est pas gendarme. L'ITIE met la lumière pour montrer où se trouve le noir. Et maintenant, les gendarmes qui ont pour mission d'aller prendre le noir, ils vont se saisir et aller prendre le noir. En guillemets. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cet outil de diagnostic? C'est sa spécificité axée sur les industries extractives. Ensuite,
parvenir à une conclusion méritant une intervention, les autres moyens de la chaîne puissent enclencher leur bâtiment. Assurer une participation inclusive et multipartite. Quand vous voyez déjà la configuration de la salle ici, vous voyez très bien que ça répond à ça. Veiller à un équilibre entre adaptabilité et rigueur. Donc il faut un équilibre entre les deux. Et tirer parti des sources de données fiables et diverses. Pour le moment, les sources que nous utilisons, ce sont les données ITIE. Et il y a aussi des rapports sortis qui présentent des aspects exploitables pour encore éclairer certains données. Et combattre la corruption systémique, c'est-à-dire qui est devenu un système pour casser le taux de production. Et enfin, évaluer la loi, les pratiques et les écarts. Il y a un cas qui est là, il y a des tests qui sont là. La pratique. Quel est le gap entre la pratique et le test? Ouais. Alors, ici, qu'entendons-nous par corruption? Bon, leur outil a mis un point d'ordre à ça parce que pour prévenir ou bien lutter contre quelque chose, il faut que tu saches de quoi il s'agit. Parce que sur le même vocable, il peut y avoir différentes compréhensions. Ici, la corruption est le détournement à des fins privés d'un pouvoir confié en délégation. Ils ont emprunté la définition de Transparence internationale. La corruption englobe différents types de pratiques, notamment les pots de vin, les détournements de fonds, le népotisme, le copinage, le trafic d'influence et les transactions intéressées. On peut poser des actions légales, mais en le voyant de près, conclure à une corruption. On peut poser des actions illégales qui, disons, dans la conclusion, en l'analysant, est action de corruption. Donc, on peut retrouver la corruption dans des actes légaux comme illégaux. Les profits et les préjudices de la corruption ne sont pas uniquement pécuniaires, mais bien souvent aussi politiques. C'est eux qui le disent, hein, c'est leur outil, moi je ne fais que dire. Qu'est-ce que toi tu en penses? Voilà. Divers acteurs privés et publics peuvent se voir confier un pouvoir. Les fonctionnaires, les entreprises, les organisations non gouvernementales, les dirigeants communautaires et les particuliers peuvent abuser de cette confiance et se livrer
à des actes de corruption. La corruption se manifeste tant au niveau local, national qu'international. Avec leur outil, comment analyse-t-il la corruption? Ils adoptent une approche qui est axée sur les problèmes. À travers ça, ils identifient les formes de corruption, puis les facteurs de risque, parce que c'est sur ça qu'il faut agir pour prévenir, et les causes sous-jacentes à cause de l'origine de ces pratiques, et déterminer leur potentielle prévention à l'avenir. Il y a une petite matrice là-bas où nous avons les formes de corruption, les facteurs de risque et les causes sous-jacentes. C'est un document que tous les participants auront. On va le partager à tous les participants systématiquement. De façon, on va le partager et par mail et par WhatsApp. C'est pourquoi nous allons faire circuler une petite fiche maintenant pour recueillir un certain nombre de documents qui passent ici. Bon. Les formes de corruption. On dit les intérêts commerciaux. Est-ce que on peut un peu partager? Quelqu'un volontairement nous reprend la première colonne, un autre la deuxième colonne et un dernier. La colonne 3. Merci beaucoup. La première colonne. La forme de corruption. Les intérêts commerciaux exercent une influence indue sur les dispositions de réglementation qui régissent le secteur. Aucune consultation publique sur les réglementations des entreprises. Les entreprises internationales peuvent se rapprocher facilement des fonctionnaires qui élaborent les réglementations. La colonne 3. Les causes sous-jacentes. Les dirigeants politiques actuels dépendent du financement et du soutien de certaines grandes entreprises. Qui est un peu proche de là, plus dans la salle? Les entreprises, c'est que les lois sont faites sans être, c'est-à-dire sans requérir au préalable l'opinion du public. Et de deux, l'autre facteur aussi qui sous-tend cette forme de corruption, c'est que les réglementations aussi sont inadéquates par rapport à l'activité de corruption. Donc il n'y a pas une conformité entre l'infraction sous-jacente qui est la corruption et les mesures de lutte contre cette infraction. Ça peut aussi être une absence même de réglementation aussi. Voilà. Maintenant, par rapport au deuxième point, sur les facteurs, on dit que les entreprises internationales peuvent se rapprocher facilement des fonctionnaires qui élaborent les réglementations. Je pense que c'est le lien entre ces entreprises internationales et ce que nous appelons les personnes politiquement exposées. C'est-à-dire les premières personnes qui sont censées décider au nom du pays peuvent être facilement utilisées par les entreprises internationales pour commettre la corruption et d'autres formes de crimes financiers. Maintenant, en ce qui concerne les causes sous-jacentes, on dit que les dirigeants politiques actuels dépendent du financement et du soutien de certaines grandes entreprises. Cela voudrait dire, par exemple, lorsqu'on prend, disons, le processus électoral, si je prends cet exemple, ça se passe un peu partout, hein. Je pense même aux États-Unis, dans les grands pays. Les personnes politiquement exposées, qu'on a désignées là-bas comme dirigeants politiques, ils tiennent leur crédibilité la plupart du temps du financement qu'ils obtiennent des entreprises. Dans un autre sens, ces autorités, ces personnes politiquement exposées doivent prendre des mesures pour faciliter
le fonctionnement de ces entreprises-là. Parce qu'il y a, voilà, c'est donnant-donnant. Donc c'est comme un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est ce qui facilite maintenant la commission des crimes, parce que nous savons que les personnes morales peuvent être utilisées par les criminels pour blanchir le produit de la corruption, le produit de la fraude ou bien le produit de l'évasion fiscale. Donc voici un peu ramassé ce que je voulais dire par rapport à ce thème. Voilà, vous voyez l'avantage d'avoir les institutions dans la salle. Il y a un commentaire qui a là même encore plus approfondi que la partie ce qu'il va dire présentement. Quelques mesures anticorruption. Est-ce que c'est possible de revenir à la carte de Jules? Merci Gilles. Améliorer la transparence pour faciliter la surveillance et dissuader les actes répréhensibles. Renforcer la surveillance. Vous voulez continuer? Oui. Renforcer la surveillance et la participation, notamment la surveillance par les organes gouvernementaux, parlementaires et la société civile, ainsi que les possibilités de participation du public. Anticorruption, c'est ça? Améliorer la transparence. Je crois que lorsque toutes les règles sont transparentes, les procédures sont transparentes, je crois que ça va de soi, que ça contribue à l'amélioration de la redevabilité et ensuite de la bonne gestion. Donc ce sont des valeurs qui contribuent à la lutte contre la corruption. Donc faciliter la surveillance et dissuader les actes répréhensibles. Renforcer. Oui, faciliter la surveillance, oui. Ensuite, renforcer, oui, la surveillance et la participation, notamment la surveillance par les organes gouvernementaux, parlementaires, de la société civile, ainsi que les possibilités de participation du public. Voilà. Pour la participation du public, je crois que c'est le contrôle citoyen. Au niveau des gouvernants, il va de soi. On a déjà au niveau du gouvernement des inspections, des organes qui ont été créés. Il y a l'inspection générale d'État, l'inspection du Trésor, il y a la Cour des comptes, etc. C'est par ces organes que l'État aussi, le gouvernement, contrôle la gestion des sociétés d'État et autres. Et le contrôle parlementaire et la société civile. Et la société civile, elle est très importante, le contrôle parlementaire aussi, ainsi que la possibilité de faire participer les citoyens à la gestion, la bonne gestion des données publiques et de tout ce qui ressort de tout ce qui vient de l'État. Je crois que c'est ce que je peux ajouter. Merci beaucoup. Demande la promotion de l'intégrité. Et ça doit se faire au moyen de mesures de lutte contre la corruption rigoureuses et bien appliquées. Quatrième, réformer les processus institutionnels et réglementaires. Par exemple, en supprimant les goulets, c'est les goulots, les goulots d'étranglement procéduraux, en consolidant les comptes, en évitant le dédoublement des rôles qui engendre des conflits d'intérêts ou en renforçant les capacités réglementaires. Ensuite, loyal pour lutter contre le favoritisme et les inégalités de traitement qui servent des intérêts étroits. Renforcer l'application des règles en rendant la mise en œuvre des règlements plus impartiale et plus efficace. Et enfin, lutter contre les facilitateurs étrangers en raison de la nature transnationale de la corruption dans le secteur extractif et du rôle commun joué par ces acteurs. Sur les mesures anticorruption qui sont énumérées, pour notre propre gouvernement, il y a des personnalités à viser dans cette salle pour nous permettre de mieux entrer, de mieux comprendre, disons, tout ce qui peut nous ramasser rapidement tout ça là, en quelques mots pour nous faire. C'est possible d'embêter un petit peu. Vraiment été abordé.
dans les mesures anticorruption. Mais il me semble qu'il y a une mesure très importante qui n'a pas été explicitement signalée. Parce que dans tout ce qu'on constate, il n'y a pas un dispositif qui permet de réprimer les actes de corruption. Ce qui rendrait vraiment, ce qui ferait de ceux qui sont auteurs d'actes de corruption de faire des exemples. Parce que tous les actes de corruption qui sont décelés ça et là à travers les rapports d'audit des structures de contrôle et même de la structure de transparence dans les industries extractives qu'est ITIE, s'ils avaient été suivis de mesures répressives, aurait découragé plus d'un et aurait permis vraiment de faire avancer le problème de la lutte contre la corruption de façon réelle. Voilà, je ne sais pas si ça se trouve à un certain niveau là-bas. Alors, tout cela pourrait être réglé dans un cadre de concertation entre toutes les institutions qui participent d'une manière ou d'une autre à la lutte contre la corruption, à la bonne gouvernance économique et financière, à la lutte contre le gaspillage économique. Donc, cette structure existe bel et bien, du moins depuis 2021, mais il faudrait que toutes les mesures soient prises pour qu'elles fonctionnent effectivement. Je repose sur deux axes, c'est la prévention et la répression. Voilà. Toutes les mesures que vous avez venu de prendre, peut-être que elles sont prises dans le cadre, dans l'optique d'une prévention. Voilà. Mais si vous voulez prévenir, il faut aussi savoir que ce n'est pas seulement la politique de la carotte, il faut la politique du bâton aussi. C'est prévenir, c'est bien, on dit prévenir vaut mieux que guérir, mais pour guérir aussi, il faut frapper dur. Donc, décider à continuer avec la corruption malgré les répétitions et les mesures préventives. Merci. Merci beaucoup. Là sont élaborés par une ONG et donc qui n'est pas dans la perspective de la répression comme étant une responsabilité des États. Donc comme l'a dit M. Loujoué, donc si on doit mettre en pratique ces mesures-là sur le plan national, donc la réflexion doit aller, comme l'a dit M. Aruna aussi, vers le volet répressif. Donc je voudrais juste souligner que la compréhension de la chose, c'est dans la perspective d'une ONG qui fait des propositions. Maintenant, nous, si on veut s'en approprier, il va falloir qu'on trouve des éléments qui complètent cela pour le volet répressif. Du gouvernement américain, du secteur administratif. Bon. Et ce que, par rapport à ces échanges, ce que l'atelier peut recommander, de retenir, c'est si nous avons suivi les communications cette matinée, on a mis en lumière des faits, des anomalies. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Pas rien. Rien avec petit r. C'est quelque chose de bien. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une autre étape? On ne peut pas évoluer à une autre étape quand par exemple on n'a pas été le sort. Les institutions, l'ITIE, s'asseyent 2-3 jours dans un atelier où on décortique, qui permettent
par exemple, à chaque institution par rapport à son rôle régalien, de voir qu'est-ce qui peut être fait en termes, bon, je ne veux pas dire répressif, en termes de ses attributions, puisque au niveau de l'ITIE, l'attribution ne dépasse pas une certaine limite. Et là où s'arrête l'ITIE, en principe, le relais devait être pris par d'autres institutions. Mais si on n'a pas les éléments du rapport, comment les institutions peuvent agir? Quand le rapport sort du chaud et qu'il y a cette assise suivie par la communication publique, ça peut faire effet et ça peut... Bon, c'est ça. C'est juste une petite idée. On va laisser... Demain, on va revenir là-dessus. Dans la vision du gouvernement, il y a une disposition dans le décret. D'abord, l'ITIE est considéré comme un outil global de réforme. Et l'article 8, même l'article 20 du décret dit que les résultats de la mise en œuvre sont présentés en Conseil des ministres par le Premier ministre ou par le ministre des Mines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ITIE, qui est une entité tripartite, les industries, la société civile et le gouvernement, sa base juridique ne lui permet pas d'implémenter les recommandations directement dans les différents services régaliens qui ont obligation de faire respecter la loi. Alors, le gouvernement s'approprie de ces résultats-là et par rapport à l'orientation politique et stratégique, donc là où le gouvernement veut aller dans ses réformes, maintenant utilise ces informations pour donner un sens aux nouveaux tests qu'on veut vouloir prendre. En réalité, c'est ça. Et ça a généré un certain nombre de réformes et de solutions. Mais par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est le volet répression, punition qui manque dans cela. Mais pour la première partie, quand les rapports 2012, 2013, voire 2014 sont sortis, les premiers ministres Mungbo et Aoumé Zounou ont fait tenir des réunions au cours desquelles les entités ou les personnes qui devraient faire le travail de telle sorte que ces anomalies-là n'aient pas lieu, ont été interpellées et instruction a été donnée pour qu'on corrige un certain nombre de choses. Ça a été fait. Mais il faut avouer que ces derniers temps, on n'a plus eu de ce genre de réunion. Donc la réunion dont vous parlez, ça peut se faire. Et ça peut se faire aussi dans le cadre de l'analyse globale des recommandations. Donc ça peut se faire. Donc c'est pour te dire que le travail se faisait, mais il va falloir rebooster la chose pour qu'on puisse aller de l'avant. Voilà ce que je voulais préciser d'abord. Merci. En lui disant que j'avais voulu lui poser une question, surtout poser une question par rapport aux deux présentations faites le matin. C'était par rapport à leur relation avec la Cour des comptes. Parce qu'ils ont relevé des cas d'anomalie. Et c'est resté lettre morte. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des dispositions, des réformes qui ont été faites, mais ça sentait toujours de l'inachevé. Parce qu'on ne peut pas voir un voleur, des détourneurs, des trucs, et puis on dit non, on va corriger par la suite, et on croise les bras, on regarde. Bon, j'avais voulu savoir si il y a un rapport entre eux, entre l'ITIE et la Cour des comptes et éventuellement d'autres institutions ou pas. Merci beaucoup. Et qui devait frapper. Merci beaucoup. C'est vrai, il y a une différence, même une échelle entre prévention et, comment vous l'appelez, la répression. Et quand il y a eu des constatations, des anomalies,
et que les rapports sont rendus publics, même sans faire un résumé succinct des analyses de ces constatations au gouvernement, le gouvernement a déjà pris des dispositions légales et juridiques pour régler, c'est-à-dire pour que ces anomalies ne se répètent pas. Bon, la répression ne s'en était pas suivie, mais les dispositions juridiques sont là. Je veux parler des lois et des codes, même des réformes et les structures de réglementation ou bien pour enclencher le changement dans la gouvernance du secteur et ont été prises. En ce qui concerne les mesures de répression, je ne suis pas de la répression, mais ce que je constate, ce n'est pas aussi facile que ça, même aux États-Unis. Parce que regardez, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on parle de l'assaut au Parlement, mais on connaît la personne. Jusqu'à présent, la personne n'est pas inquiétée. Elle menace même. C'est la même chose chez nous. Ce n'est pas qu'on ne connaît pas ces gens-là. On les connaît, mais c'est que nous ne connaissons pas leur force. C'est tout, hein. Je n'ajouterai pas grand-chose. S'il vous plaît, la salle, est-ce que nous pouvons converger votre attention? Je disais que je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que monsieur le coordonnateur national a dit. Nous travaillons tous en parfaite harmonie. Et les cas qui ont été cités ont été examinés, généralement, on les décèle à partir de la conciliation des données. Les données fournies par les entités publiques. Tantôt, on a parlé d'agences publiques. En fait, il s'agit d'entités publiques qui perçoivent des revenus entrant dans le cadre des industries extractives. Vous les connaissez, il s'agit des 2 commissariats de l'OTR qui perçoivent les revenus. Il s'agit aussi de la Direction générale des mines et de la géologie, de la Direction générale du travail et des lois sociales, ainsi de suite. Un certain nombre d'entités publiques qui remplissent les formulaires de déclaration. En analysant ces formulaires, nous pouvons détecter certains aspects qui ne nous paraissent pas clairs. Et à travers les échanges que nous avons avec Itier, nous finissons par comprendre ce qui s'est passé, si ce qui s'est passé est régulé ou pas. On a parlé longuement et on en parle depuis quelques années de ces bonus de signature. C'est la même lecture que nous avons. Nous avons la même lecture, Itier et nous. Ce qui n'est pas prévu par la loi et qui est réalisé dans le cadre de ce que nous appelons les fautes de gestion. Et notre nouveau code pénal cite clairement les cas qui rentrent dans le cadre des fautes de gestion. Mais le problème, la Cour jusqu'ici était handicapée par le fait que les dispositions juridiques qui encadrent son fonctionnement ne prévoyaient pas clairement la sanction des fautes de gestion. Mais c'est désormais chose faite avec les 2 lois organiques qui ont été prises fin 2021 et qui introduisent certaines réformes au niveau du fonctionnement même de la Cour des comptes. Il s'agit notamment de la création d'une 4e chambre qui connaîtrait des cas de faute de gestion et qui sanctionnerait les cas ce serait la chambre de discipline budgétaire. Elle connaît des fautes de gestion commises par
les ordonnateurs et quelque part les ordonnateurs généralement en général. Voilà. Dans la sanction de ces fautes de gestion, la Cour n'a pas directement un organe qui sanctionne. Elle va déférer ces cas de faute de gestion dans les cours et tribunaux de la République togolaise. On revient à peu près à la situation de Hapoulousia, parce que Hapoulousia pour l'instant ne peut pas poursuivre en tant que tel, mais oui, ils vont transmettre le dossier au tribunal dans des cas avérés de faute de gestion ou, disons-le, carrément de corruption. Nous transmettons le dossier au parquet général, quitte à lui de transmettre le dossier devant les tribunaux aussi. Le seul domaine où la Cour peut punir directement à travers la prononciation des débats, c'est lorsque nous jugeons les comptes des comptables publics. Là-bas, nous prononçons les sanctions financières et le comptable est obligé de s'exécuter. Le reste, on est à peu près bon. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une structure chargée de réprimer les fautes de gestion, les cas de corruption et autres. La législation pour l'instant n'est pas très claire là-dessus. Mais je constate par rapport à ce que Michael a dit qu'il y a un peu de lacune de la loi. Parce que quand vous estimez qu'un opérateur arrive dans le domaine minier et au lieu de verser ce qu'il l'avance ou bien l'avance qu'il avait à l'État ou bien la direction de mine et qu'on verse à un individu et qu'on ne dise rien, ça aussi on sent qu'il y a une lacune de la loi. Je me demande est-ce que c'est pas une lacune, une faiblesse de la loi? Parce que je me disais que mais ce dossier-là, on le transmettrait directement à Plucia. Mais je remarque, comme Michael a dit, que non, on ne doit pas le transmettre à Plucia, mais on doit rendre compte plus haut afin qu'on prenne les dispositions. Et effectivement, c'est le problème aussi parfois que les institutions de lutte ont. Nous, par exemple, à Plucia, on n'a plus la force de la police. Dans l'ancienne commission nationale de lutte contre la corruption, les sabotages économiques, il y avait la police, ils avaient le droit d'investigation. Demain, je vous présenterai cela. Mais avec la nouvelle institution, la haute autorité, on ne peut plus poursuivre les gens comme on le faisait avant. C'est ce qui fait même parfois que les gens qui sont pressés de voir un des résultats nous demandent combien de personnes vous allez attraper. Non, on n'attrape pas. On n'attrape personne. Comme nous faisons ce qu'on appelle une pré-instruction, et comme le conseiller l'a dit, nous remettons au procureur de la République qui maintenant va ouvrir le dossier et achever. Et c'est lui seul qui est habilité à dire que ça c'était un acte de corruption. Et c'est lui seul qui peut condamner. Ce n'est pas à nous de condamner, c'est de passer cette étape-là. Nous sommes dans un état de droit. Merci. Donc, on a mis les deux ensemble, la présentation et ce qui va suivre. C'est ça qu'on a transformé